Voilà. Donc bonsoir tout le monde. J'aurai ces problèmes de micro. Donc ce soir, suite de notre cycle de conférences sur la question du travail comme un enjeu politique. C'est la 4e conférence que l'on consacre à ce thème. La première fois, on a eu une conférence introductive et puis on avait accueilli Sandrine Rousseau et Jacques Archambault pour Europe Écologie et les Verts. La dernière fois, on a accueilli des responsables de la CFDT, M. Piron et M. Forest. Et cette fois-ci, on a la joie d'accueillir Martine Billard, qui est vice-présidente du Parti de gauche et qui fait partie du Front de gauche. Voilà, que la gentillesse de venir dans ce moment extrêmement tendu, maintenant, extrêmement sollicitant de la campagne. Alors, l'idée de cette conférence, pour nous, c'était de continuer à prolonger nos réflexions sur la question de la centralité du travail et la manière dont cette centralité du travail peut être prise par un certain nombre d'acteurs, milieux professionnels, etc. Et l'idée de ces conférences, de ce cycle, c'était de profiter de ce moment de campagne pour interroger les responsables des partis politiques, des responsables syndicaux, pour voir la manière dont eux-mêmes appréhendaient cette question du travail, en sachant que aujourd'hui, on sait tous, il y a un certain nombre de transformations du travail qui font que travailler, c'est pas si simple que ça, un certain nombre d'émergences, de difficultés, de ressentis, de thématiques qui deviennent assez prégnantes, comme les risques psychosociaux, l'éthique d'évaluation qui sont posées dans une configuration où d'un côté, on a une dynamique qui fait que la question de l'emploi, d'une certaine manière, surdétermine assez largement les questions du travail. En même temps, on a une évolution des contenus même des activités à travers l'évolution des activités de service, les modes d'organisation au sein des entreprises, la prédominance des outils de gestion, l'évolution du droit du travail lui-même, la place de l'évaluation individuelle, etc., etc. Et puis, par ailleurs, on a aussi des questions de santé qui émergent plus particulièrement, en tout cas de manière assez aiguë maintenant. Donc tout ce contexte nous invite à continuer nos interrogations et donc à voir un petit peu comment les partis politiques appréhendent ces enjeux. On avait 3 types de questions qu'on souhaitait, qui ont été reprises à chaque fois, qu'on souhaitait en introduction pour lancer le débat. La première, c'était comment les partis arrivent à élaborer une pensée, à élaborer des dispositifs d'action face aux questions qui émergent autour du travail, la santé, la question de l'évaluation, la question des évolutions, des qualifications, etc., etc. Deuxième champ de questions pour lancer le débat, c'est beaucoup de questions de société ne sont pas appréhendées comme relevant de questions du travail. Par exemple, la question de la santé. Quoi, la question de la santé peut être appréhendée à partir d'une lecture sur le travail, les questions de dépenses de sécurité sociale, comment ces questions-là peuvent être nourries par une réflexion sur le travail, etc. Et puis, à un autre niveau, d'une certaine manière, comment les élus, les personnes qui ont en charge la responsabilité politique, sont eux-mêmes engagés dans une activité de travail, quelle réflexivité il y a d'une certaine manière entre le métier ou la pratique d'élus ou de responsables politiques et la question du travail. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Voilà, Martine Billard. Donc, 1 heure, le temps que vous souhaitez, grosso modo 3 quarts d'heure, 1 heure, et puis après on prendra un temps, comme d'habitude, d'échange, de questions pour prolonger vos réflexions. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir accepté de venir à ces conférences. Merci, bonsoir tout le monde.
Bon, c'est vrai que j'ai accepté avec plaisir parce qu'en fait, toutes les réflexions sur le travail, je les trouve passionnantes. Donc du coup, je vais commencer par la dernière question, en fait, parce que c'est la plus facile et la plus rapide. Bon, d'où je parle, donc effectivement, je suis coprésidente du parti de gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Je suis député de la première circonscription de Paris depuis 2002. Et à ce titre, j'ai siégé pendant ces 10 ans à la commission des affaires sociales, donc celle qui s'occupe du travail. En sachant qu'avant d'être député, j'étais salarié de PME, de la branche informatique, et à ce titre délégué du personnel. Donc, ce qui aussi explique peut-être mon intérêt pour le sujet. Bon, j'ai eu des emplois assez variés dans ma vie qui aussi m'amènent à avoir une expérience un peu diverse, qui m'aide, qui m'a beaucoup aidé donc dans mon mandat. Parce que moi, je tiens à souligner que pour moi, ce n'est pas une profession, être élu. Et je crois que c'est ce qui est dramatique d'ailleurs, c'est que c'est en train de devenir une profession. Vous savez qu'il y a 2 débats. Quand on discute sur le cumul de mandats, beaucoup nous disent que c'est important par exemple d'être député-maire pour garder un pied dans les préoccupations locales et dans les besoins des populations. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on pose cette question de ce point de vue, mais on ne se pose jamais la question de comment les élus peuvent garder un pied avec le quotidien finalement de nos concitoyens, lequel quotidien étant quand même massivement ou le travail ou le chômage, mais que ce soit l'un ou l'autre, c'est la relation en tous les cas à l'emploi. Donc déjà ça interpelle, et puis en tant que député, ce qu'on vit finalement, on se rend compte que quand vous avez un texte sur la santé, vous avez tous les députés médecins qui se mobilisent. Quand vous avez un texte sur l'agriculture, vous avez tous les agriculteurs qui se mobilisent, et ainsi de suite. Quand vous avez un texte sur le logement, vous avez tous ceux qui viennent de l'immobilier. Bon, c'est beaucoup ainsi. Quand vous avez les textes sur le code du travail, malheureusement, en tous les cas de nos jours, il reste très peu de députés qui viennent de l'entreprise, très peu de députés qui ont eu un mandat de représentant du personnel précédemment. En plus, en général, ce sont quand même des députés dans ce cas-là qui viennent des grandes entreprises, ce qui est assez spécifique finalement de nos jours, puisque la majorité du salariat est maintenant dans des entreprises de moins de 50 salariés. Et moi, je maintiens que c'est une perte, en tous les cas, de la richesse de la représentation démocratique, parce que, de fait, il y a une grande incompréhension, souvent, justement, des questions du travail, et pas seulement des questions de l'emploi, des questions du travail par les députés, parce que, finalement, il y a de plus en plus soit des permanents politiques sous différentes formes, soit des fonctionnaires, ce qui est une relation au travail, mais qui est quand même spécifique, soit beaucoup de professions libérales. En gros, c'est plutôt les fonctionnaires à gauche, les professions libérales à droite, même si c'est un peu caricatural, dit comme ça, et ce qui est aussi un rapport au travail qui est très spécifique. Donc c'est pour ça que moi je regrette qu'il n'y ait pas, quelles que soient les forces politiques, y compris celle dans laquelle je suis, qu'il n'y ait pas plus de nos jours de syndicalistes ou d'inspecteurs du travail qui soient élus parlementaires. Je pense que ça apporterait beaucoup de richesse à la réflexion sur le travail et en conséquence sur les lois nécessaires. Donc c'est pour ça que, à titre personnel, je pense qu'il faut, je suis contre le cumul de mandats et limiter le temps d'élu dans le temps, de manière à éviter que s'installe finalement une routine et puis une relation un peu trop coupée des réalités de nos concitoyens. Alors si je viens plus globalement sur le travail, c'est vrai que quand on a une discussion sur le travail, c'est faire la différence entre travail et emploi. Donc, qu'est-ce que le travail? Est-ce que c'est l'activité salariée? Est-ce que c'est une activité économique? Parce qu'après tout, les professions libérales, c'est une activité économique qui permet d'avoir un revenu à la fin du mois, mais qui ne dépend pas, encore que ça peut arriver, mais qui ne dépend pas majoritairement donc d'une relation de subordination à un employeur. Et finalement, un peu avec la question de la relation actif-inactif, actif pouvant être actif dans l'emploi ou dans toute autre activité finalement, inactif pouvant être inactif volontaire ou inactif retraité ou inactif involontaire, ce qui est le cas des demandeurs d'emploi.
c'est vrai que pendant très longtemps, le travail finalement était une activité bien séparée dans la vie. C'est-à-dire que c'était séparé dans le temps. Vous travailliez, vous étiez d'abord avant le travail, ensuite l'époque du travail, ensuite la retraite. Et c'était séparé même au cours de l'activité de salarié, puisque comme on disait d'ailleurs, on faisait sa journée de travail. Et ensuite, une fois sa journée de travail terminée, on passait à autre chose. Bon, sauf pour les femmes, avec le problème de la double journée de travail, mais ce n'était pas du travail considéré comme du travail au sens travail salarié. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a affaire à deux phénomènes, même trois phénomènes. Le premier phénomène, c'est le chômage de masse, qui dure depuis des décennies maintenant, et qui du coup interpelle sur la place du travail dans la société. Deuxièmement, c'est l'envahissement de la sphère privée par la sphère du travail, lié aux nouveaux outils de communication que sont le téléphone portable, que sont Internet avec les ordinateurs portables et ainsi de suite, qui font que la coupure entre travail pour une entreprise et sphère privée chez soi est de plus en plus floue, et même au point d'ailleurs d'une manière assez caricaturale que par exemple, y compris lorsque vous vous retrouvez en arrêt maladie, de nos jours, dans la loi, du point de vue de la sécurité sociale, de l'assurance maladie en tous les cas, quand vous êtes en arrêt maladie, vous ne devez pas travailler. Si vous travaillez, on vous suspend vos allocations, vos indemnités journalières. Or aujourd'hui, il y a une remise en cause, y compris de cette coupure, puisque ça a été en débat à l'Assemblée nationale, certains voulant imposer finalement que même en cas d'arrêt maladie, on puisse continuer à travailler, puisque par exemple, si vous cassez une jambe, vous ne pouvez peut-être pas aller sur votre lieu de travail, mais vous pouvez travailler depuis chez vous avec un téléphone portable et Internet. C'est assez significatif donc de cette disparition, en tous les cas, du fait que la séparation entre sphère de travail et sphère privée a tendance à devenir plus floue, du fait que la majorité d'emplois aujourd'hui est soit dans les services, soit dans le commerce, mais beaucoup moins dans l'industrie. Donc première question sur travail, sphère privée, jusqu'où peut-on accepter que le travail nous envahisse à ce point, au point de ne plus avoir d'horaire finalement, en sachant que le fait de ne plus avoir d'horaire a aussi été favorisé par la loi Aubry II et le système du forfait jour, qui au départ était réservé aux cadres, mais qui a été beaucoup étendu au cours des 10 dernières années, loi après loi, et qui fait qu'aujourd'hui, il suffit d'être dans un secteur de maintenance pour que il y ait de fortes chances pour que vous ayez un contrat en forfait jour et plus du tout un contrat horaire. Et donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus tellement d'horaire, puisque la seule contrainte étant d'avoir 11 heures de repos entre 2 journées de travail, donc tout le reste pouvant être donc affecté au travail, ce qui participe de l'envahissement de la sphère privée par la sphère du travail.